Le jeune Samuel entra dans la grande salle de classe du conservatoire avec une timidité qui semblait s'accrocher à ses épaules comme un manteau trop lourd. La lumière des hauts vitraux tombait en nappes dorées sur les pupitres en bois sombre et les parquets cirés qui craquaient sous ses pas hésitants. Il tenait son étui à violon usé contre sa poitrine, un trésor fragile dans un monde qui lui paraissait immense et intimidant. Chaque regard qu'il croisait semblait le juger, chaque silence pesait comme une accusation muette. Il sentait le poids de l'histoire de cette institution, une histoire dont il ne se sentait pas encore faire partie. Ses mains étaient moites, son cœur battait à un rythme effréné, une symphonie de peur et d'espoir. Il chercha une place libre, loin des regards, dans un coin où il pourrait peut-être devenir invisible. Mais dans cette salle prestigieuse, l'invisibilité n'était pas une option pour lui. Il était le seul visage noir, une note discordante dans une harmonie établie. L'air était chargé de l'odeur du bois ancien, de la cire et d'une attente palpable, presque électrique. Monsieur Dubois, le professeur de violon, un homme à la chevelure argentée et au regard aussi tranchant qu'un archet neuf, leva les yeux de ses partitions. Son regard balaya la salle, s'arrêtant net sur Samuel. Un pli de mépris se forma au coin de ses lèvres, à peine perceptible mais lourd de signification. Pour lui, la musique classique était un héritage, un sanctuaire de tradition et d'excellence où l'apparence et l'origine comptaient autant que le talent. Ce garçon, avec ses vêtements simples et son étui élimé, ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'un virtuose en devenir. Il représentait une anomalie, une erreur de casting dans le grand opéra de sa classe. Le professeur ne dit rien, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. C'était un silence froid, un mur de préjugés contre lequel le jeune garçon allait devoir se heurter. Dubois se racla la gorge, un son sec qui attira l'attention de tous les élèves, dirigeant leur regard vers la même cible. Samuel se sentit encore plus petit, encore plus exposé sous le feu croisé de ses yeux curieux et de l'indifférence glaciale du maître. L'étui que Samuel serrait si fort semblait soudain peser une tonne. Il était vieux, le velours intérieur était usé par des années de service dévoué, portant la marque de l'instrument qu'il protégeait. C'était un héritage de son grand-père, un homme qui lui avait appris que la musique était une langue universelle, capable de franchir toutes les barrières. Mais ici, dans cette salle majestueuse, cette croyance semblait naïve, presque enfantine. L'étui contrastait violemment avec les luxueux coffrets en fibre de carbone que les autres élèves exhibaient fièrement. Chaque éraflure sur le cuir racontait une histoire, une leçon apprise, une mélodie jouée tard dans la nuit. Pour Samuel, c'était un symbole de persévérance et d'amour. Pour Monsieur Dubois et les autres, ce n'était qu'un signe de pauvreté, un indice de plus qu'il n'était pas à sa place. Le garçon sentit une bouffée de honte, rapidement remplacée par une vague de détermination. Il ne laisserait pas leur jugement souiller ce qui était pour lui le plus précieux. Les autres élèves, prompts à suivre l'exemple silencieux de leur professeur, commencèrent à échanger des regards et des sourires en coin. Des chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre dans les rangs bien ordonnés des musiciens en herbe. Les mots étaient indistincts, mais leur intention était claire. Ils disséquaient Samuel de la tête aux pieds, son pull un peu trop grand, ses chaussures modestes, et surtout la couleur de sa peau qui le distinguait si radicalement. Samuel fit de son mieux pour les ignorer, pour se concentrer sur le souvenir des mélodies que son grand-père lui jouait. Il essaya de construire une forteresse de notes autour de son esprit, une citadelle impénétrable aux flèches empoisonnées du mépris. Mais les murmures étaient insidieux, s'infiltrant dans les moindres fissures de sa confiance. Il sentait leurs yeux sur sa nuque, un poids physique qui rendait sa respiration difficile. Il s'assit enfin, posant délicatement son étui à ses pieds, un geste empreint d'une révérence que personne ne sembla remarquer. Monsieur Dubois commença son cours sans même adresser un mot de bienvenue à Samuel. Il parla de Vivaldi, de la pureté du son, de la discipline de l'archet, de l'âme du musicien qui doit se fondre avec son instrument. Ces paroles, d'habitude si inspirantes pour ses élèves, résonnaient étrangement faux ce jour-là. Comment pouvait-il parler de l'âme de la musique tout en affichant un tel dédain pour une âme humaine juste devant lui? Samuel écoutait, absorbant chaque mot, malgré la douleur sourde dans sa poitrine. Il connaissait Vivaldi, il avait passé des nuits entières à essayer de maîtriser la fougue et la passion des 4 saisons. La musique était son refuge, son unique moyen d'expression dans un monde qui semblait souvent ne pas vouloir l'entendre. Il espérait que, peut-être, la musique elle-même pourrait parler pour lui, pourrait prouver aux professeurs et aux autres qu'ils avaient tort. C'était un espoir fragile, une petite flamme vacillant dans le courant d'air glacial de l'hostilité ambiante. Le professeur se déplaçait dans la salle, corrigeant une posture ici, ajustant une prise d'archet là. Ses gestes étaient précis, économiques, mais empreints d'une impatience à peine voilée. Il semblait considérer ses élèves comme des instruments à perfectionner,
des mécanismes à régler plutôt que des artistes à nourrir. En passant près de Samuel, il ralentit, son regard descendant vers l'étui posé au sol. Un léger reniflement, à peine audible, s'échappa de ses narines. C'était un son de dérision pure, une note finale à son jugement silencieux. Samuel sentit le rouge lui monter aux joues, une chaleur de colère et d'humiliation. Il se força à garder la tête haute, à fixer son regard sur les partitions vides de son pupitre, imaginant les notes qui pourraient un jour les remplir. Il se promit qu'il ne leur donnerait pas la satisfaction de le voir briser. Sa passion était plus forte que leur mépris. Il attendrait son heure, même si l'attente était une torture. La tension dans la salle était palpable, une corde de violon tendue à son point de rupture. Chaque élève sentait le drame silencieux qui se jouait, mais personne n'osait intervenir. La réputation de M. Dubois était telle que le contredire était impensable. Il était un titan de la musique classique, un gardien du temple dont le jugement était sans appel. Ils étaient complices par leur silence, participants passifs à une humiliation qui les mettait mal à l'aise mais qu'ils n'osaient pas condamner. Samuel était seul, une île de solitude au milieu d'un océan d'indifférence. Il se sentait comme un personnage de conte tragique, le paria destiné à être rejeté avant même d'avoir eu la chance de prouver sa valeur. Il respira profondément, essayant de calmer le tumulte en lui. Il devait tenir bon, pour son grand-père, pour lui-même, et pour la musique qui coulait dans ses veines. Le temps s'étirait, chaque minute semblant durer une heure. Le cours avançait, une succession d'exercices techniques et de gammes monotones. Samuel suivait les mouvements, mais son esprit était ailleurs. Il revoyait le visage de son grand-père, ses yeux brillants de fierté lorsqu'il avait joué sa première mélodie correcte. C'était ce souvenir qui était son ancre, son point de repère dans la tempête. Le mépris du professeur et des autres élèves était une dissonance, une fausse note dans la symphonie de sa vie, mais il ne la laisserait pas devenir le thème principal. Il savait ce que valait son violon, ce que valait sa musique. Cet étui usé contenait plus de passion et de vérité que tous leurs instruments neufs et brillants réunis. Il n'avait besoin que d'une seule chance pour le prouver, une seule ouverture dans le mur de silence et de préjugés. Et il sentait, au plus profond de lui, que cette chance allait venir. L'atmosphère de la classe semblait s'alourdir à chaque instant qui passait. Le mépris initial de M. Dubois avait empoisonné l'air, créant une dynamique malsaine. Les élèves, qui auraient pu être des camarades, étaient devenus des juges. Samuel, au lieu d'être un père, était devenu un spectacle. Il pouvait sentir le poids de leur condescendance, une force invisible qui cherchait à l'écraser, à le réduire à l'image qu'il s'était faite de lui. Il ferma les yeux un instant, se réfugiant dans le sanctuaire intérieur de sa musique. Il entendait les notes dans sa tête, une mélodie complexe et pleine d'émotion, une histoire que seul son violon pouvait raconter. C'était sa réponse silencieuse à leur hostilité bruyante. Il ne se battrait pas avec des mots, car il savait que ces mots seraient ignorés. Il se battrait avec la seule arme qu'il possédait, une arme de bois et de cordes, capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Les chuchotements s'intensifièrent, devenant un bruit de fond constant et venimeux. Ils ondulaient à travers la pièce comme des serpents, porteurs de doutes et de moqueries. « Regarde son violon, on dirait qu'il l'a trouvé dans une poubelle », siffla une fille aux cheveux blonds impeccables à son voisin. « Que fait-il ici ? C'est une perte de temps pour nous tous, » répondit l'autre, jetant un regard dédaigneux vers Samuel. Chaque mot était une petite piqûre, une micro-agression qui visait à saper la confiance du jeune garçon. Samuel essayait de ne pas écouter, de se concentrer sur la posture rigide de M. Dubois, mais les murmures s'infiltraient, inévitables. Il sentait son armure de détermination se fissurer. Il se demandait s'il avait fait une erreur en venant ici, si son rêve était trop grand, trop audacieux pour un garçon comme lui. La salle, qui lui avait semblé majestueuse à son arrivée, ressemblait maintenant à une arène, et il était le gladiateur sans défense face à des lions affamés. Monsieur Dubois, loin de calmer les rumeurs, semblait s'en délecter. Un sourire narquois, à peine dissimulé, flottait sur ses lèvres chaque fois qu'un murmure plus fort que les autres parvenait à ses oreilles. Il voyait dans cette réaction de la classe une validation de son propre jugement. Il se considérait comme le gardien d'un certain ordre, et l'agitation causée par la présence de Samuel confirmait que cet ordre était perturbé. Au lieu d'imposer le silence et le respect, il laissait le venin se répandre, cultivant une atmosphère de supériorité collective. Son attitude donnait tacitement la permission aux autres de continuer leur harcèlement subtil. Il se croyait subtil, pensant que son mépris était une affaire de non-dits et de regards entendus. Mais pour Samuel, ce sourire était aussi violent qu'un coup de poing. C'était la confirmation qu'il n'avait aucun allié dans cette pièce, que l'autorité elle-même était contre lui. Samuel sentait un nœud se former dans son estomac. La solitude était une vieille connaissance,
Mais ici, elle était différente, plus agressive. D'habitude, il pouvait trouver du réconfort dans sa musique, mais son violon était encore silencieux dans son étui, et l'instrument lui-même était devenu une cible de moquerie. Il se sentait trahi, non seulement par ses gens, mais par la situation elle-même. La musique était censée être un pont, pas un mur. Elle était censée unir, pas diviser. Il se remémora les paroles de son grand-père. « La musique ne voit pas la couleur de ta peau, mon garçon. Elle n'entend que le son de ton cœur. » Il s'accrocha à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Il devait croire en eux, même si tout dans cette pièce semblait prouver le contraire. Sa respiration devint plus profonde, plus contrôlée. Il ne leur montrerait pas sa peur. Le professeur décida qu'il était temps d'ajouter sa propre touche à l'humiliation collective. « Bien, » dit-il d'une voix faussement enjouée. « Voyons maintenant les nouveaux talents qui ont rejoint notre humble institution cette année. » Ses yeux se posèrent immédiatement et sans surprise sur Samuel, le sourire narquois s'élargissant. « Nous avons un nouveau venu parmi nous aujourd'hui. Le jeune Samuel, n'est-ce pas ?» Il prononça le nom avec une lenteur exagérée, comme s'il s'agissait d'un mot étranger et difficile. La classe gloussa doucement. C'était le début du spectacle, le moment que le maître avait orchestré depuis le début. Il allait faire de Samuel un exemple, une démonstration de ce qui arrive quand on ose franchir les portes d'un monde auquel on n'appartient pas. Samuel sentit tous les regards converger vers lui, lourds et insistants. Son cœur se serra, mais il redressa le dos, refusant de se laisser intimider. L'air devint électrique, chargé d'une attente cruelle. Les autres élèves se redressèrent sur leurs chaises, avides de voir ce qui allait se passer. Ils étaient devenus le public d'une exécution symbolique. Leur curiosité était malsaine, teintée de la certitude que le spectacle serait pathétique. Ils s'attendaient à des couinements, à des fausses notes, à une performance maladroite qui confirmerait leurs préjugés et justifierait leur mépris. Samuel pouvait lire cette attente sur leur visage. Il voyait leur suffisance, leur confiance en leur propre supériorité. Il savait qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Une seule note hésitante, un seul moment de faiblesse, et leur jugement serait scellé pour toujours. La pression était immense, suffisante pour écraser un artiste bien plus expérimenté. Mais au fond de cette pression, une étrange clarté commença à émerger dans l'esprit de Samuel. Monsieur Dubois savourait son moment de pouvoir. Il était le chef d'orchestre de cette petite comédie humaine. Il se voyait comme un puriste, un défenseur de la haute culture contre l'invasion de la médiocrité. Dans son esprit tordu, humilier ce garçon était un acte pédagogique, une façon de préserver les standards de son article. Alors, Samuel, continua-t-il, sa voix suintant la condescendance. Vous nous avez apporté un violon. C'est un choix audacieux. Cet instrument demande une finesse, une sensibilité que tout le monde ne possède pas. Chaque mot était une insulte voilée, une attaque contre les origines et le potentiel supposé de Samuel. Le professeur se délectait de sa propre rhétorique, persuadé de son intelligence et de sa subtilité. Il ne voyait pas la haine derrière ses paroles, seulement la défense d'un idéal. Il était aveugle à sa propre cruauté. Face à cette provocation directe, quelque chose changea en Samuel. La peur commença à se transformer en une colère froide et silencieuse. Une flamme de défi s'alluma dans ses yeux. Il avait passé sa vie à entendre des insinuations comme celle-ci, des doutes masqués sous des compliments empoisonnés. Mais jamais de manière aussi directe, aussi publique. Cette humiliation n'était pas seulement une attaque contre lui, mais contre la mémoire de son grand-père, contre toutes les heures de sacrifice et de travail acharné. Il ne se laisserait pas définir par l'ignorance de cet homme. Il se leva lentement, son mouvement délibéré contrastant avec l'agitation nerveuse de la classe. Son silence était sa première réponse, un défi muet qui déstabilisa un instant le professeur. Le garçon ne semblait plus effrayé. Il semblait dangereux. Les murmures cessèrent. Le sourire de Monsieur Dubois se figea légèrement. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Il s'attendait à des larmes, à des excuses, à une tentative de fuite. Mais il ne vit rien de tout cela dans le regard de Samuel. Il y vit une force tranquille, une dignité inébranlable qui le prit au dépourvu. La dynamique de la pièce commença subtilement à changer. Le prédateur sentit que sa proie refusait de jouer son rôle. Un léger doute s'insinua dans l'esprit du professeur. Et s'il s'était trompé? Il chassa rapidement cette pensée, la jugeant absurde. Son expérience, son intuition, tout lui criait que ce garçon était un imposteur. Il devait maintenir la pression, aller jusqu'au bout de sa démonstration. Il ne pouvait pas perdre la face devant sa classe. Le silence qui s'installa était différent du précédent.
Ce n'était plus un silence de mépris, mais un silence d'anticipation. Le drame avait pris une tournure inattendue. Le jeune garçon, au lieu de s'effondrer, semblait prêt à relever le gant. Les autres élèves, sentant ce changement, retinrent leur souffle. Le spectacle qu'ils attendaient allait peut-être avoir lieu, mais le protagoniste avait changé de rôle. Il n'était plus la victime pathétique, mais un challenger silencieux. Samuel se pencha pour ramasser son étui, ses gestes lents et pleins de grâce. Chaque mouvement était empreint d'une assurance nouvelle. Il n'allait pas jouer pour eux. Il allait jouer pour lui. Il allait leur montrer qu'il était vraiment, non pas avec des mots, mais avec la seule vérité qui comptait, la musique. Alors, jeune homme, puisque vous semblez si confiant, ne nous faites pas attendre plus longtemps, lança Monsieur Dubois, sa voix maintenant teintée d'une irritation qu'il ne pouvait plus cacher. Le sourire narquois était revenu, mais il était plus forcé, plus fragile. Il fit un geste large et théâtral vers le centre de la pièce, près de son propre pupitre. La scène est à vous. Montre-nous ce que tu sais faire. Éblouis-nous avec le grand talent que tu caches dans cette boîte. Le mot « boîte » fut prononcé avec un dédain infini, une dernière tentative pour abaisser Samuel et son instrument. C'était un défi direct, une provocation lancée devant toute la classe. Il ne laissait à Samuel aucune échappatoire, aucune possibilité de se dérober. Il devait jouer, ici et maintenant, et subir le jugement de tous. Le professeur croisa les bras, s'adossant à son bureau, adoptant la posture du juge suprême attendant d'entendre la plaidoirie d'un accusé qu'il avait déjà condamné. Samuel se dirigea vers le centre de la salle sans un mot. Ses pas résonnaient maintenant avec une assurance nouvelle sur le parquet ancien. Il n'était plus la créature timide et effrayée qui était entrée une heure plus tôt. La colère et la détermination l'avaient transformé. Il posa son étui sur une chaise vide, ses doigts agiles et précis défaisant les loquets usés. Le geste était familier, réconfortant. Il souleva le couvercle avec une lenteur cérémoniale, révélant le violon qui reposait à l'intérieur. L'instrument n'était pas neuf, son vernis était patiné par le temps et l'usage, mais il brillait d'une lueur chaude et profonde sous la lumière des vitraux. C'était une pièce d'artisanat magnifique, pleine de caractère et d'histoire. Un murmure d'étonnement surpris parcourut la classe. Le violon n'avait rien à voir avec l'étui miteux qui le protégeait. Il avait une âme. Il prit l'instrument dans ses mains avec une tendresse infinie, comme s'il tenait un être vivant. C'était une extension de lui-même, le confident de ses joies et de ses peines. Il attrapa son archet, vérifia la tension des crins d'un geste expert. Tout en lui respirait le professionnalisme et la concentration. Il ignora complètement le professeur et les autres élèves. Il n'existait plus. Il n'y avait plus que lui, son violon, et la musique qui attendait de naître. Il ne choisit pas de partition sur le pupitre. Il n'en avait pas besoin. La musique qu'il allait jouer venait d'un endroit bien plus profond, un endroit où aucune feuille de papier ne pouvait la contenir. C'était la musique de son âme, une composition personnelle pleine de la douleur, de la colère et de l'espoir qu'il ressentait à cet instant précis. Il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration, se préparant à traduire ses émotions en sons. Monsieur Dubois observa ce rituel avec un scepticisme grandissant, mais une minuscule graine de doute commençait à germer dans son esprit. La façon dont le garçon tenait le violon, la familiarité de ses gestes, tout cela trahissait une intimité avec l'instrument qui était rare même chez ses meilleurs élèves. Il y avait une absence totale de nervosité, remplacée par une concentration intense, presque méditative. Le professeur commença à se sentir mal à l'aise. Sa petite mise en scène était en train de lui échapper. Il avait voulu humilier un amateur, mais le garçon en face de lui ne ressemblait en rien à un amateur. Il ressemblait à un artiste. Un vrai. Le silence dans la pièce était devenu si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les yeux étaient rivés sur Samuel, non plus avec mépris, mais avec une curiosité mêlée d'une appréhension nouvelle. Samuel positionna le violon sous son menton, l'ajustant parfaitement à son épaule. Le contact du bois familier était rassurant. Il leva son archet, le tenant suspendu au-dessus des cordes pendant un instant qui parut une éternité. La salle entière retenait son souffle. Cet instant de silence était le calme avant la tempête, le vide avant la création. C'était un moment de pouvoir absolu. Samuel était le seul maître du temps et du son. Il avait le pouvoir de briser le silence, de le modeler à sa volonté. Il savourait cet instant, non par arrogance, mais pour rassembler toutes les forces de son être, pour canaliser toutes les émotions qui le submergeaient dans la pointe de son archet. Il allait leur donner bien plus qu'une simple démonstration technique. Il allait leur donner un morceau de son âme. Le professeur Dubois sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. L'assurance du garçon était déconcertante.
Il avait défié Samuel, s'attendant à le voir s'effondrer, mais c'était lui qui commençait à se sentir déstabilisé. Il avait joué avec le feu et risquait de se brûler. Son autorité, qu'il croyait absolue, était soudainement remise en question, non par des mots, mais par la posture digne et silencieuse d'un adolescent. Il se redressa, essayant de retrouver sa contenance, de projeter une image de contrôle. Mais au fond de lui, une peur nouvelle s'installait. La peur de s'être trompé. La peur d'avoir commis une injustice terrible. La peur, surtout, d'être exposé comme un ignorant prétentieux devant toute sa classe. Le défi qu'il avait lancé risquait de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les autres élèves étaient comme hypnotisés. Le garçon qu'ils avaient méprisé quelques minutes plus tôt était devenu une figure énigmatique et imposante. Son silence était plus puissant que tous leurs murmures. Sa concentration était une leçon en soi. Ils commencèrent à ressentir un sentiment de honte pour leur comportement antérieur. Leur cruauté facile et leur jugement hâtif leur apparaissaient soudain sous un jour peu glorieux. Ils avaient jugé l'étui, pas le musicien. Ils avaient jugé la couleur de peau, pas le talent. Ils étaient sur le point de recevoir une leçon, et ils le savaient. Le défi lancé par le professeur n'était plus seulement le problème de Samuel. C'était devenu le leur. Ils étaient les témoins et les complices, et le verdict qui allait tomber les jugerait aussi. Samuel ouvrit les yeux. Son regard était clair, perçant, mais il ne fixait personne en particulier. Il regardait au-delà des murs de la salle de classe, vers un horizon que lui seul pouvait voir. Il ne ressentait plus de colère, seulement une immense tristesse et une détermination farouche. La tristesse pour l'ignorance et la haine qu'il avait rencontrées. La détermination de les transcender par la beauté. Il n'avait rien à prouver à Monsieur Dubois ou aux autres. Il avait quelque chose à prouver à lui-même, que la musique était bien cette force universelle et rédemptrice que son grand-père lui avait décrite. Il allait jouer non pas pour détruire ses détracteurs, mais pour essayer de guérir quelque chose en eux et en lui-même. C'était un défi bien plus grand que celui lancé par le professeur. Enfin, l'archet descendit. Le moment était venu. Le silence allait être rompu. Le défi était accepté. Le garçon noir avec son violon usé, au centre d'une salle de classe prestigieuse et hostile, était sur le point de répondre. Mais sa réponse ne serait pas faite de mots. Elle serait faite de notes, de mélodies, d'harmonies. Elle serait une histoire, leur histoire, son histoire. Une histoire de préjugés et de résilience, de mépris et de dignité. Une histoire qui allait commencer par une seule note, une note qui porterait en elle tout le poids du silence qui l'avait précédé. Le défi avait été lancé, montre-nous ce que tu sais faire. Samuel allait leur montrer. Il allait leur montrer tout. La première note s'éleva, pure et vibrante, coupant le silence comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Ce n'était pas le son timide ou hésitant auquel tout le monde s'attendait. C'était une note pleine, riche, chargée d'une émotion si intense qu'elle sembla faire vibrer l'air de la pièce. Elle était longue, tenue avec une maîtrise parfaite du souffle et de l'archet, un cri mélodique qui portait en lui toute la solitude et le défi du jeune garçon. Elle suspendit le temps, capturant l'attention de chaque personne dans la salle. Cette seule note racontait déjà une histoire. Elle parlait de douleur contenue, de force tranquille, et d'une beauté qui refusait de se laisser réduire au silence. Elle était à la fois un lamento et un hymne, une plainte et une déclaration. Personne n'osa respirer. Tous étaient suspendus à ce son unique, hypnotisés par sa puissance et sa clarté. Puis une deuxième note suivit, et une troisième, s'enchaînant pour former une phrase musicale d'une tristesse déchirante. La mélodie qui naissait sous les doigts de Samuel n'était issue d'aucun répertoire connu. C'était une improvisation, une confession musicale qui jaillissait directement de son cœur. Les notes coulaient, liquides et expressives, dessinant des paysages de mélancolie et de résilience. Chaque inflexion, chaque vibrato, était parfaitement contrôlé, non pas par une technique froide, mais par une nécessité émotionnelle. Le son du violon était d'une qualité exceptionnelle, chaud et profond, démentant l'apparence usée de l'instrument. Il chantait, pleurait, suppliait, le tout avec une dignité et une grâce qui forçaient le respect. Les visages des autres élèves commencèrent à changer, le mépris laissant place à une incrédulité totale. Ce n'était pas un amateur. C'était un maître. Monsieur Dubois sentit un frisson parcourir son échine. Il avait passé sa vie à écouter les plus grands violonistes du monde, et il reconnaissait le talent quand il entendait. Et ce qu'il entendait la dépassait l'entendement. La technique du garçon était impeccable. La justesse était parfaite, la dynamique était subtile et puissante. Le contrôle de l'archet était d'un niveau que même ses élèves les plus avancés atteignaient rarement. Mais ce n'était pas la technique qui le stupéfiait. C'était l'âme.
La musique de Samuel était vivante, elle respirait, elle saignait. Elle racontait une histoire que Dubois, malgré toute son éducation musicale, avait du mal à comprendre mais dont il ressentait la vérité au plus profond de son être. Son sourire narquois s'était complètement effacé, remplacé par un masque de stupeur. Ses certitudes, construites sur des décennies de préjugés, commençaient à s'effondrer comme un château de cartes. La mélodie se développa, gagnant en complexité et en intensité. Samuel passait de passages lents et plaintifs à des envolées rapides et passionnées avec une facilité déconcertante. Ses doigts dansaient sur la touche avec une vitesse et une précision foudroyantes, produisant des cascades de notes cristallines. Puis, l'instant d'après, son archet caressait les cordes avec une douceur infinie, tirant des sons si délicats qu'ils ressemblaient à des murmures. Il utilisait tout le registre de l'instrument, explorant ses profondeurs et ses sommets avec une audace et une créativité sidérantes. Il ne jouait pas seulement de la musique, il la devenait. Son corps se balançait doucement au rythme de sa propre création, ses yeux toujours fermés, perdu dans un monde où seul le son et l'émotion existaient. Il était complètement vulnérable et en même temps tout-puissant. Les autres élèves étaient cloués sur leur siège, leurs propres instruments oubliés à leurs pieds. La fille aux cheveux blonds qui s'était moquée de l'étui avait les larmes aux yeux. Le garçon qu'il avait traité d'imposteur avait la bouche grande ouverte, dans un état de choc. Ils étaient confrontés à la manifestation la plus pure du talent, une force de la nature qui balayait leurs petites moqueries et leurs préjugés mesquins. La musique de Samuel les touchait à un niveau qu'ils n'avaient pas cru possible. Elle leur parlait de sentiments qu'ils connaissaient, la solitude, la peur, l'espoir, mais avec une profondeur qu'ils n'avaient jamais pu exprimer. Ils comprenaient maintenant la signification de l'art. Il ne s'agissait pas d'instruments coûteux ou de techniques parfaites, mais de la capacité à communiquer la vérité de l'expérience humaine. Et ce garçon, qu'ils avaient rejeté, était un bien plus grand artiste qu'il ne le serait probablement jamais. La musique atteignit un crescendo, une explosion de notes furieuses et passionnées. C'était la colère qui sortait, la frustration accumulée, le cri contre l'injustice. L'archet volait sur les cordes, produisant un son presque violent, mais jamais laid. C'était une colère maîtrisée, sublimée en une beauté tragique. On pouvait y entendre le claquement des portes qui se ferment, l'écho des insultes, le poids des regards méprisants. C'était une catharsis, une purge des émotions négatives par le feu de la création musicale. Samuel mettait tout ce qu'il avait dans ce passage, sa douleur, son indignation, sa force. Il défiait le monde entier avec son violon, le forçant à écouter, à reconnaître son existence et sa valeur. La puissance sonore était telle qu'elle semblait faire trembler les murs de la vieille institution. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête se calma. La musique se transforma, s'adoucissant en une mélodie d'une beauté et d'une tendresse infinie. C'était le pardon. C'était l'espoir. C'était la preuve que même après la colère et la douleur, la beauté pouvait encore fleurir. Les notes étaient comme des gouttes de pluie après un orage, lavant la poussière et la saleté, apportant un sentiment de paix et de renouveau. C'était peut-être la partie la plus extraordinaire de sa performance. Après avoir exprimé une telle rage légitime, il trouvait en lui la grâce de proposer la réconciliation et l'espoir. Il montrait une maturité émotionnelle et artistique qui dépassait de loin son âge. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la transcendance. Il ne voulait pas seulement prouver qu'ils avaient tort, il voulait leur montrer un meilleur chemin. Le professeur Dubois sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement son arrogance, mais son cœur. La beauté de cette musique était insoutenable. Elle mettait à nu sa propre petitesse, sa propre laideur intérieure. Il avait jugé ce garçon sur les critères les plus superficiels et les plus vils, et ce garçon lui répondait avec une générosité d'âme presque divine. Il se voyait tel qu'il était, un homme aigri, prisonnier de ses propres préjugés, qui avait failli détruire quelque chose de merveilleux par pure ignorance. Une honte profonde, brûlante, l'envahit. Il baissa la tête, incapable de soutenir plus longtemps le spectacle de ce talent pur qu'il avait méprisé. Les premières notes de Samuel n'avaient pas seulement brisé le silence. Elles avaient brisé les murs qu'il avait construits autour de son cœur. La mélodie s'évanouissait lentement, chaque note s'estompant dans un silence nouveau. Ce n'était plus le silence lourd et hostile du début. C'était un silence respectueux, sacré, rempli d'une émotion partagée. Samuel joua la toute dernière note, un harmonique léger et éthéré qui flotta dans l'air comme une plume avant de disparaître complètement. Il resta immobile pendant un long moment, l'archet toujours levé, laissant la musique et le silence faire leur œuvre. Il avait tout dit. Il n'y avait plus rien à ajouter. Il avait brisé le silence, et dans le vide qu'il avait créé, une nouvelle réalité était née. Une réalité où le talent n'a pas de couleur,
où la musique est la seule langue qui compte, et où un garçon avec un violon usé peut faire taire une salle entière et changer le cœur d'un homme. Le silence qui suivit la dernière note fut le plus profond de tous. Il était absolu, dense, presque tangible. Personne ne bougeait, personne n'osait même respirer. C'était comme si la musique avait absorbé tout l'oxygène de la pièce, laissant les auditeurs dans un état de suspension, entre le monde qu'ils connaissaient et celui que Samuel venait de créer. Ce n'était plus un silence hostile ou gêné, mais un silence de pure stupéfaction, de révérence. C'était le silence que l'on trouve dans les cathédrales après un chant sublime, un silence qui n'est pas vide mais plein de l'écho de la beauté qui vient de passer. Dans ce silence, les préjugés qui avaient pollué l'air quelques instants auparavant se dissolvaient, impuissants face à la vérité écrasante du talent qui venait de s'exprimer. Le jeune garçon avait joué une symphonie inattendue, et son écho résonnait maintenant dans l'âme de chaque personne présente. Samuel baissa lentement son archet. Il ouvrit les yeux, et pour la première fois, il regarda directement son auditoire. Son regard n'était ni triomphant ni accusateur. Il était calme, presque serein. Il avait vidé son cœur dans son violon, et il se sentait apaisé. Il vit les visages stupéfaits, les yeux écarquillés, les larmes silencieuses qui coulaient sur les joues de certains de ses camarades. Il vit le choc et le regret sur le visage de M. Dubois, qui avait toujours la tête baissée, comme s'il ne pouvait supporter de le regarder en face. Samuel n'éprouva aucune satisfaction de leur défaite. Il ressentait plutôt une sorte de tristesse partagée, la conscience que tout cela, l'humiliation, le défi, la confrontation, aurait pu être évité si seulement ils avaient écouté avec leur cœur plutôt qu'avec leurs préjugés. Sa performance n'était pas une victoire sur eux, mais une victoire de la musique sur le bruit du monde. Ce fut une jeune fille assise au premier rang qui brisa le charme. Elle se leva, ses mains tremblantes se rejoignant pour un applaudissement hésitant. Le son claqua dans le silence sacré. Puis une autre personne se leva, et une autre, et en quelques secondes, toute la classe était debout, applaudissant à tout rompre. Ce n'étaient pas des applaudissements polis de conservatoire. C'était une ovation tonitruante, une explosion de gratitude et d'admiration. C'était une demande de pardon. Ils applaudissaient non seulement le musicien, mais aussi l'homme, le jeune garçon qui leur avait donné une leçon d'humanité qu'ils n'oublieraient jamais. Leurs applaudissements étaient une reconnaissance de leur propre erreur, une tentative de réparer le mal qu'ils avaient fait par leur silence et leur mépris. C'était le son de la rédemption collective, et il était aussi puissant que la musique qui l'avait précédé. Monsieur Dubois resta assis, seul îlot immobile au milieu de cette mer d'applaudissements. Il ne pouvait pas applaudir. Ses mains semblaient paralysées par le poids de sa honte. Chaque applaudissement de ses élèves était comme un coup de marteau sur son ego brisé. Il avait construit sa carrière sur son jugement infaillible, sa capacité à déceler le talent. Et aujourd'hui, son jugement avait été non seulement erroné, mais cruel et destructeur. Il avait failli éteindre une flamme qui brillait plus que toutes celles qu'il avait jamais vues. Le talent de ce garçon transcendait tout ce qu'on pouvait enseigner. C'était un don brut, une force de la nature. Et lui, l'éminent professeur, l'avait traité comme un déchet. Le son de la symphonie de Samuel résonnait encore dans sa tête, une mélodie magnifique qui était aussi le chant funèbre de sa propre arrogance. La musique de Samuel avait transcendé les préjugés de la manière la plus fondamentale qui soit. Elle n'avait pas argumenté, elle n'avait pas plaidé. Elle avait simplement existé, dans toute sa splendeur, rendant toute autre considération, la couleur de la peau, l'origine sociale, l'apparence de l'étui à violon, complètement insignifiante. Le talent, lorsqu'il atteint un tel niveau d'authenticité et de puissance, ne laisse aucune place aux préjugés. Il le rend obsolète, ridicule. Samuel n'avait pas eu besoin de dire « Je suis votre égal ». Sa musique l'avait crié pour lui, avec une éloquence qu'aucun mot n'aurait pu atteindre. Il avait prouvé que l'art est le grand niveleur, le territoire où seule la valeur de l'âme compte. Et dans cette salle de classe, son âme s'était révélée être la plus riche de toutes. L'ovation continua pendant plusieurs minutes, un flot ininterrompu d'admiration. Samuel resta debout, son violon à la main, acceptant leur hommage avec une humilité tranquille. Il ne souriait pas, mais une lueur de paix intérieure brillait dans ses yeux. Il avait affronté ses démons et les démons des autres, et il en était sorti non pas indemne, mais entier. Il savait que ce moment changerait sa vie, mais il savait aussi que la lutte n'était pas terminée. Ce n'était qu'une bataille de gagner dans une guerre beaucoup plus longue. Mais pour aujourd'hui, c'était suffisant. Il avait transformé une salle pleine d'hostilité en un sanctuaire de respect. Il avait pris le règne et l'avait transformé en beauté. C'était une sorte d'alchimie, la magie la plus pure de l'art. Quand les applaudissements commencèrent enfin à s'apaiser, un nouveau silence s'installa, mais celui-ci était rempli de respect et d'attente. Que se passerait-il maintenant?
Comment pourrait-il jamais revenir à la normale après une telle expérience? La dynamique de la classe avait été irrémédiablement changée. Le rapport de force entre le professeur et l'élève, entre les élèves eux-mêmes, avait été complètement bouleversé. Samuel, le paria, était devenu le centre moral et artistique de la pièce. Il détenait un pouvoir qu'il n'avait pas cherché, un pouvoir qui lui venait uniquement de son talent et de sa dignité. Tous les regards se tournèrent à nouveau vers M. Dubois, attendant sa réaction. Sa réponse déterminerait si la leçon avait été vraiment apprise. Le talent de Samuel était une force transcendante, un phénomène qui ne pouvait être expliqué par la simple pratique ou l'enseignement. C'était quelque chose d'inné, une connexion directe avec l'essence même de la musique. Sa performance n'était pas seulement une démonstration de virtuosité, mais un acte de création profonde, une symphonie de l'expérience humaine. Il avait réussi à communiquer des émotions complexes et universelles sans un seul mot, prouvant que la musique est véritablement la langue de l'âme. Face à une telle manifestation de génie, les barrières sociales et raciales semblaient non seulement injustes, mais profondément stupides. Samuel avait rappelé à tout le monde que le véritable art ne se soucie pas des apparences. Il ne se soucie que de la vérité. Finalement, la symphonie inattendue s'était achevée, mais ses harmoniques continuaient de vibrer dans les esprits et les cœurs. Le talent de Samuel avait été une révélation, un coup de tonnerre qui avait déchiré le ciel gris des préjugés. Il n'avait pas seulement joué du violon. Il avait offert une leçon magistrale sur la dignité, la résilience et le pouvoir rédempteur de l'art. Il avait montré qu'un seul individu, armé de sa passion et de sa vérité, pouvait affronter un monde d'hostilité et le transformer. Sa musique avait transcendé les murs de la salle de classe, les barrières de la haine, et avait touché quelque chose d'universel en chacun. Le garçon noir avec le violon usé avait donné une âme à une institution qui n'avait jusque-là qu'une réputation. Lorsque l'ovation finale s'éteignit, le silence qui retomba sur la salle de classe était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Il n'était ni hostile, ni gêné, ni même simplement respectueux. C'était un silence de pure stupéfaction, un vide rempli de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui venait d'être ressenti. C'était le silence qui suit un miracle. Les élèves restaient debout, immobiles, regardant Samuel comme s'ils le voyaient pour la première fois. Et c'était le cas. Ils ne voyaient plus un intrus ou une anomalie, mais un artiste d'une stature immense, un prodige qui venait de redéfinir leur compréhension de la musique. Leurs visages étaient des toiles vierges sur lesquelles se peignait l'admiration, la honte et une profonde prise de conscience. Leurs préjugés avaient été pulvérisés, ne laissant derrière eux que les débris de leur arrogance. Monsieur Dubois leva enfin la tête. Son visage, habituellement si sévère et contrôlé, était dévasté. Ses yeux étaient rouges, et deux larmes solitaires, lourdes de regret, traçaient des sillons sur ses joues. Elles n'étaient pas des larmes de sensibilité musicale, mais des larmes de honte et de remords profonds. Il regarda Samuel, et pour la première fois, il le vit vraiment. Il vit le talent incroyable, mais il vit aussi la dignité, la force et la grâce avec lesquelles ce jeune garçon avait enduré son mépris. Il comprit l'énormité de sa faute. Il n'avait pas seulement été un mauvais professeur, il avait été un homme mauvais. Sa cruauté, qu'il avait déguisée en défense de la tradition, lui apparaissait maintenant dans toute sa laideur. Le silence était un miroir, et il n'aimait pas l'image qu'il y voyait. Lentement, péniblement, M. Dubois se leva de sa chaise. Chaque mouvement semblait lui coûter un effort surhumain. Il traversa l'espace qui le séparait de Samuel. La classe entière retint son souffle. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il faire pour réparer les dégâts? Les mots semblaient inutiles, dérisoires face à la puissance de ce qui venait de se passer. Il s'arrêta devant le jeune garçon, qui le regardait avec un calme imperturbable. Le professeur, l'homme de pouvoir, semblait soudain petit et fragile devant l'adolescent qu'il avait tenté d'humilier. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était nouée par l'émotion. Les larmes continuaient de couler sur son visage, des larmes d'un regret si profond qu'elles semblaient le noyer de l'intérieur. Dans un geste qui stupéfia tout le monde, y compris Samuel, M. Dubois s'inclina. Ce n'était pas une simple inclination de la tête. C'était une courbette profonde, respectueuse, le genre de salut qu'un disciple offre à son maître. C'était une capitulation totale, un aveu silencieux de sa défaite et de l'immense supériorité de Samuel. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, le seul geste qui pouvait exprimer l'ampleur de son remords et de son admiration. En s'inclinant devant le garçon noir et son violon, il s'inclinait devant la musique elle-même, devant la vérité que cet enfant lui avait révélée. C'était un acte d'humilité absolue, la déconstruction publique de toute une vie d'arrogance. Le silence dans la pièce devint encore plus intense, chargé du poids de ce moment historique.
Samuel regarda le dos courbé de son professeur, et pour la première fois, il ressentit de la pitié pour cet homme. Il ne voyait plus un tyran, mais un être brisé, confronté à ses propres démons. Avec une grâce infinie, Samuel fit un pas en avant et posa doucement sa main libre sur l'épaule de M. Dubois. C'était un geste de pardon, de réconfort. Un geste qui disait « Relevez-vous. Il n'est pas trop tard ». Ce simple contact sembla libérer quelque chose chez le professeur, qui se laissa aller à un sanglot étouffé. Le jeune garçon, la victime de son mépris, était en train de lui offrir la rédemption. C'était le renversement ultime des rôles, la leçon finale d'une journée qui en avait été remplie. La vraie force ne résidait pas dans le pouvoir d'humilier, mais dans la capacité de pardonner. Le professeur se redressa lentement, le visage ravagé par les larmes, mais ses yeux avaient changé. La dureté avait disparu, remplacée par une humilité nouvelle et tremblante. « commença-t-il d'une voix rauque. « Je vous demande pardon. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Vous êtes un don à la musique. » Les mots étaient simples, maladroits, mais ils venaient du plus profond de son cœur brisé. Il se tourna ensuite vers sa classe, son regard balayant les visages de ses élèves. « Que cette journée soit une leçon pour nous tous, » dit-il, sa voix gagnant en force. Une leçon sur l'art, sur le respect, et sur l'aveuglement terrible des préjugés. Nous avons eu l'honneur d'assister à quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. N'oubliez jamais. Le silence stupéfait de la classe commença à se transformer en quelque chose d'autre, une compréhension partagée. Ils avaient été les témoins d'une transformation, non seulement celle de Samuel passant de paria à prodige, mais aussi celle de leur professeur passant de tyran à pénitent. Ils avaient appris plus sur la musique et sur la vie en une seule heure qu'en des années de leçons techniques. La performance de Samuel avait été un catalyseur, forçant chacun à regarder en lui-même et à confronter ses propres préjugés. Les larmes du professeur n'étaient pas seulement les siennes. Elles représentaient le regret collectif de la classe, la prise de conscience douloureuse de leur propre complicité. Samuel rangea son violon dans son étui avec les mêmes gestes lents et respectueux. L'instrument avait accompli sa mission. Il avait parlé pour lui, il avait combattu pour lui, et il avait gagné pour lui. En fermant les loquets, Samuel fermait aussi un chapitre de sa vie. Il n'était plus seulement le garçon noir avec un violon. Il était Samuel, le musicien, l'artiste. Il avait trouvé sa voix, et il savait maintenant qu'elle était assez puissante pour se faire entendre n'importe où. Il quitta le centre de la pièce, retournant à sa place, non plus comme un intrus, mais comme le cœur battant de cette salle de classe. Le silence qui l'accompagna était un hommage, une promesse silencieuse que plus jamais il ne serait jugé sur autre chose que la musique de son âme. Le cours était terminé, mais la leçon ne faisait que commencer. Le silence stupéfait avait cédé la place à une introspection silencieuse. Les larmes du professeur avaient lavé l'ardoise, offrant une chance de repartir sur de nouvelles bases, fondées sur le respect mutuel et l'admiration pour le talent, peu importe sa provenance. Monsieur Dubois resta longtemps immobile, regardant la chaise vide où Samuel avait joué, l'écho de la symphonie inattendue résonnant encore à ses oreilles. Il savait qu'il était un homme changé, marqué à jamais par la beauté et la grâce d'un jeune garçon qu'il avait essayé de détruire. C'était une cicatrice qu'il porterait avec lui, non comme un rappel de sa honte, mais comme le souvenir sacré du jour où la musique lui avait sauvé l'âme. On croit connaître les gens à leur apparence, mais que se passe-t-il lorsque le son d'un simple violon brise des années de préjugés en quelques minutes? Un professeur pensait avoir tout vu, tout entendu. Il était sur le point de recevoir la plus grande leçon de sa vie, non pas d'un maître musicien, mais d'un jeune garçon qu'il avait déjà condamné par son regard. Ce qui s'est passé ensuite dans cette salle de classe a changé à jamais la façon dont la musique, et l'humanité, y étaient perçues. Préparez-vous à être témoin d'une transformation inoubliable, une histoire où une mélodie devient une arme contre la haine et un baume pour l'âme. L'art a un pouvoir que l'ignorance ne pourra jamais vaincre.